Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour à tous. Le gouvernement demande une fois de plus aux Français de se serrer la ceinture. Objectif 6 milliards d'économies supplémentaires. Un nouvel effort demandé dans un contexte de crise pétrolière alors que les Français étouffent déjà, attendent du gouvernement qu'il baisse les taxes sur le carburant. Comment analyser aujourd'hui cette nouvelle demande du gouvernement qui est peut être perçue finalement comme une demande d'efforts supplémentaires, notamment aux classes moyennes et aux travailleurs? Je pense que dans notre pays, on peut dire assez facilement que les Françaises et les Français font déjà beaucoup d'efforts. On est un des pays avec la pression fiscale la plus haute, et c'est moi qui vous le dis parce qu'on essaye d'année en année de la baisser, malgré des forces souvent de gauche et d'extrême droite qui sont contre nos vents. Et là, ce qui est important d'avoir en visibilité, et je pense que l'exercice auquel va se prêter le Premier ministre en fin d'après-midi pourra permettre de répondre à cela, c'est d'avoir une vision globale. Effectivement, il y a une crise avec le détroit d'Ormuz en ce moment qui pénalise les Français directement dès qu'ils vont à la pompe. Ce n'est pas une nouveauté, on le sait, et il faut effectivement qu'il puisse y avoir des aides ciblées. Mais en face de ça, il faut que le gouvernement précise comment il finance ces aides ciblées. Parce qu'arriver ensuite, quelques semaines plus tard, avec la facture, c'est le double effet qui se coule. Et donc, il est important de pouvoir expliquer dans quelle direction on va, dans quelle mesure on va, et avec quelle responsabilité on s'engage collectivement. Parce que quand on parle en permanence des aides, de l'État, etc., on a l'impression que c'est des personnes différentes. On parle de la même chose. Le budget de l'État, c'est le budget des Français. Et il est normal qu'ils soient en attente d'avoir cette vision globale pour, en responsabilité, savoir où ils vont et dans quelle perspective et dans quelle trajectoire on va ensemble. Sauf qu'en ce qui concerne les aides ciblées, pour le moment, effectivement, on attend les propositions en fin de journée de Sébastien Lecornu, mais pour le moment, ces aides ciblées, elles ne semblent pas répondre clairement à l'urgence du moment. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement parle d'électrification, lorsque le gouvernement invite les Français à investir dans des véhicules électriques, c'est une vision d'avenir qui est certes nécessaire, mais qui ne répond pas à la problématique d'urgence des Français qui aujourd'hui sont contraints pour certains d'annuler leurs vacances, des Français qui aujourd'hui c'est même pour aller travailler, difficultés, bien évidemment pour aller travailler. Avant les vacances. Je parle de vacances parce qu'on est en pleine vacances scolaires aujourd'hui, que les Français se serrent la ceinture. Ceux qui arrivent à partir vont moins au restaurant, font moins les magasins. Soyons très clairs. Il y a aujourd'hui des crises dans le monde, des tensions géopolitiques qui ont un impact direct dans le quotidien des Français. C'est pour ça qu'on a toujours dit au sein de ma famille politique, et notamment avec Gabriel Attal, qu'il était important de ne pas déconnecter les enjeux géopolitiques des défis du quotidien. Force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la crise qui est la nôtre, on le voit en plein et tout le monde en a parfaitement conscience. Donc ça nécessite 2 niveaux d'action. Effectivement, savoir protéger quand nous devons le faire, et c'est ce que nous avons fait au cours des dernières crises, que ce soit la crise Covid, la crise de l'énergie, souvenez-vous, en 2022, avec le pacte du pouvoir d'achat que nous avons voté dès 2022, mais ça nécessite aussi des investissements à long et moyen terme. Sinon, on va en permanence, tous les 3 ans, tous les 4 matins, être dans cette même problématique et ne pas être dans cette capacité de réaction. Et donc je pense que, je le dis encore une fois, je pense que c'est aussi cette trajectoire, ce que je disais tout à l'heure, que le Premier ministre va pouvoir exposer aussi bien sur ce qu'il va faire maintenant tout de suite, mais comment il le finance aussi, et puis comment il engage le pays, la nation, dans ses projets d'avenir. Alors écoutez le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui parlait effectivement de cette crise, qui parlait effectivement de cette demande aussi qu'on entend de baisser les taxes sur le carburant. Il était l'invité ce matin de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. La situation qu'affrontent les Français depuis plusieurs semaines est une situation extrêmement préoccupante, avec des niveaux à la fois au diesel et au gasoil qu'on n'a jamais connus depuis de très nombreuses années. Donc nous demandons, de manière très claire, la baisse de la TVA sur le carburant de 20% à 5,5% pour la TVA et une baisse de 16 centimes de la TICPE. Le coût total de ces mesures, c'est environ 15 milliards d'euros. C'est 1%, à peine 1% des 1600 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est-à-dire de l'argent qui est dépensé chaque année par l'État. Jordan Bardella ce matin sur Europe 1 et CNews. Prisca Thévenot, est-ce qu'il existe aujourd'hui une alternative crédible qui permette à la fois de réduire le déficit sans asphyxier les Français et finalement donc de régler aussi l'urgence du moment? Je pense que c'est une gestion de bon sens qu'il faut avoir.
Cette capacité de pouvoir dire oui quand il y a des difficultés financières, il y a certains sujets sur lesquels on ne peut plus dépenser comme avant. Je vous donne un exemple, et ça a été le cas, pas simplement parce que je vous le dis aujourd'hui, ça a été le cas dans les débats budgétaires qui ont eu lieu il y a quelques semaines et quelques mois, souvenez-vous, fin d'année, début de cette année-là. Je donne un exemple, par exemple, revoir le déremboursement des cures thermales. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de faramineux, je ne suis pas en train de nier la nécessité que certaines personnes en ALD, en affection longue durée, ont besoin, mais simplement, dans la période dans laquelle on est, on doit pouvoir re-questionner ce dispositif. De la même façon, on a un certain nombre d'agences dans notre pays sur lesquelles on doit pouvoir les re-questionner. Ça a été le cas, on a posé un certain nombre d'amendements, que ce soit moi ou certains autres collègues de ma famille politique, pour supprimer un certain nombre d'agences dont les missions pouvaient être attachées directement et faites directement par Matignon, par exemple. Ça peut paraître, excusez-moi du terme, parce que je l'ai pu en entendre de ci, de là, des économies de bout de chandelle au regard des dépenses qu'on doit réduire, mais en fait non. C'est comme ça en fait qu'on le fait. C'est comme ça que vous le faites chez vous. C'est comme ça qu'on le fait dans nos foyers. Mais... Et donc c'est comme ça aussi qu'on doit le faire au niveau de l'État. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce que derrière, il ne faut pas qu'on vienne taper dans les dépenses nécessaires et utiles à notre pays, que sont l'éducation, que sont la santé, que sont nos armées, avec une loi de programmation militaire à l'étude. Ce sont des investissements d'avenir sur lesquels on doit faire extrêmement attention à ne pas venir mettre en difficulté notre pays. Et à l'inverse, il y a des dépenses de fonctionnement sur lesquelles on doit pouvoir revenir sans tabou ni totem et de façon pleine et entière. On n'a pas pu le faire lors du dernier budget. J'espère qu'on va le faire. Parce qu'attention, moi ce que je ne veux pas, c'est qu'on retourne comme ça a été fait dans les deux derniers budgets. C'est-à-dire qu'on considère que le déficit se règle mécaniquement par une augmentation d'impôts. Je pense que plus que jamais, on doit aller vers ce qui a été annoncé, c'est-à-dire regarder du côté des dépenses. Concernant la baisse des taxes, qui pour le moment ne semble pas l'objet, en tous les cas ne semble pas la piste favorisée par le gouvernement. On verra si effectivement Sébastien Lecornu en fin de journée change son fusil d'épaule sur cette question. Ça ne semble pas à l'ordre du jour. Concernant ce refus affiché du gouvernement, est-ce que vous parliez de bon sens il y a quelques secondes ? Est-ce que là il n'y a pas aussi un problème de bon sens, un problème de mauvais calcul aussi ? Quand, je le disais, il y a une baisse du pouvoir d'achat qui est clairement affichée depuis le début de cette crise, des Français qui ont moins de pouvoir d'achat, ce sont des Français qui consomment moins. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement une baisse de rentrée d'argent aussi pour l'État, qui est la conséquence aussi de ce refus de régler l'urgence du moment face à cette hausse des prix du carburant plus Catevno ? Tout l'enjeu, c'est justement d'avoir des mesures ciblées et financées. C'est ça le sujet. Donc on peut facilement faire des grands slogans et des grandes phrases comme peut le faire d'autres familles politiques. Mais l'enjeu, c'est d'être précis. Parce que sinon, vous pouvez annoncer quelque chose de très rapide, et c'est important, mais si derrière ce n'est pas travaillé, pas financé, on est juste en train de décaler le problème. Et donc, je réagissais tout à l'heure à votre petit son de Jordan Bardella. C'est toujours assez marrant de l'entendre parler. Parce qu'il y a quand même quelque chose chez les leaders du Rassemblement national qui est frappant. C'est que perpétuellement, que ce soit Marine Le Pen ou lui-même aujourd'hui, Jordan Bardella, ils ne veulent pas travailler les dossiers. Quand on le dit maintenant depuis un certain nombre de budgets, à chaque fois qu'on arrive au moment de la période budgétaire, le Rassemblement national, qui est dans une opposition certaine, et je l'assume parfaitement, du coup se sentent à l'aise de dire tout et n'importe quoi, mais strictement tout et n'importe quoi pendant cette période budgétaire. Ils nous disent on va défendre la classe moyenne, et qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils augmentent les impôts main dans la main avec la France insoumise. Ils nous disent il faut aider les Françaises et les Français en cas de crise, comme ça peut être le cas aujourd'hui, ou ça peut être le cas avec la crise de l'inflation en 2022. Et finalement, quand on met en place un dispositif législatif pendant l'été 2022 en l'occurrence, ils sont pas là, ils préfèrent aller à la piscine. Donc, ils sont pas là pour voter, je veux dire, voter pour. Donc, je veux dire, à un moment, il faut faire attention aux effets de manche. Venir comme ça sur les plateaux télé et faire l'amuseur de galerie à faire des beaux sourires pour raconter strictement n'importe quoi quand ces députés font strictement l'inverse, je veux dire qu'à un moment il faut aussi pouvoir interroger cela, sinon c'est trop facile. Mais vous comprenez que la situation elle interroge et aujourd'hui il y a une problématique qui n'est pas traitée et effectivement on attend une réponse et on attendait une réponse rapide de l'État. On arrive aujourd'hui on est à combien aujourd'hui ? On est à 53 jours de guerre, 53e jour de guerre contre la République islamique d'Iran. Ça veut dire que ça fait 53 jours aujourd'hui
qu'on attend des réponses effectivement de l'État qui, à un moment donné, nous avait même dit qu'il avait été difficile d'anticiper ce qui se passait, même si ça faisait... Il y a eu des petits couacs de communication, oui. Oui, mais c'est un problème aujourd'hui. Je le reconnais. Attendez, moi je suis parlementaire. Je vais vous le dire assez simplement. Je ne suis pas dans l'exécutif, moi je suis parlementaire et je joue mon rôle en tant que parlementaire. Est-ce que je suis solidaire du gouvernement pour la stabilité politique de notre pays? Vous n'êtes pas à l'exécutif, vous n'êtes pas dans l'exécutif, mais c'est votre famille politique. Oui, mais c'est pour ça que je vous le dis. Est-ce que je suis solidaire pour la stabilité politique de mon pays? Oui. Est-ce que je suis d'accord sur tout en permanence? Non. D'ailleurs, on l'a bien vu sur le dernier budget où de temps en temps on n'était pas aligné avec le gouvernement et c'est heureux. C'est aussi à ça que participe la vie politique. Comme quoi on peut ne pas tout le temps être d'accord, mais sans nécessairement vouloir qu'un gouvernement tombe et que la stabilité du pays règne. Donc ce que je dis assez simplement, c'est que oui, il y a pu avoir quelques couacs de communication au début de cette crise dans le détroit d'Ormuz. Là, ce qui est important, c'est que le Premier ministre, effectivement, est pleinement engagé sur ce sujet, annonce un certain nombre de dispositifs. Pardon de le dire, il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place, à savoir, est-ce qu'il va les prolonger et les accentuer ou pas? Et je pense que c'est de ça dont il va être question. Et aussi, comment cela est financé? Parce qu'on ne répond pas à un problème en créant d'autres. On va continuer d'en parler dans un instant. On va parler de la prochaine élection présidentielle à 1 an de la présidentielle 2027. La majorité tente d'éviter toute dispersion. Sébastien Lecornu demande à ses ministres de limiter leur implication dans la campagne pour préserver l'action gouvernementale. Une consigne qui interroge, volonté de discipline ou signe d'un pouvoir déjà fragilisé peut-être à l'approche de l'échéance. On se pose la question concrètement, Prisca Thévenot, est-ce que ça veut dire que le gouvernement est déjà tourné vers 2027 et plus vraiment concentré sur l'État? Est-ce que c'est ce que craint en tous les cas est-ce que Sébastien Lecornu ne craint pas que ce soit le message qui soit laissé, qui soit perçu par les Français? Non, je pense que Sébastien Lecornu est absolument cohérent et transparent avec les directives qu'il avait données dès le début de son arrivée à Matignon. Souvenez-vous, il avait même fait un tweet, je crois, dessus, en expliquant que le gouvernement, enfin le deuxième gouvernement Lecornu, était un ensemble de femmes et d'hommes engagés uniquement et essentiellement à faire en sorte que le pays continue à avancer d'ici l'élection, et donc pas en vue de l'élection. Et donc là, il rappelle quelque chose d'assez évident. Et c'est vrai que malgré la consigne qu'il avait pu donner il y a maintenant quelques mois, puisque je me souviens que c'était en septembre-octobre, c'est vrai qu'on a un certain nombre de membres de son gouvernement qui parlent beaucoup de l'année prochaine, en appelant à des unions, pas des unions, des primaires, pas des primaires, au regard des défis et des difficultés qu'on commentait il y a quelques minutes ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent que l'exécutif reste concentré effectivement à répondre aux enjeux du quotidien. Comme d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire, l'Assemblée, nous y sommes aussi concentrés avec un certain nombre de textes et de lois sur lesquels nous essayons d'avancer tant bien que mal. Écoutez Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement qui était invitée sur LCI. On écoute Maud Bréjon. Si nous avons 2, 3, 4 candidats de la droite et du centre, les probabilités d'être absents au second tour et donc de disparaître du jeu politique est évidemment très importante. Et vous voyez d'ailleurs que dans les ministres et parlementaires qui ont signé cette tribune, il n'y a aucun candidat. Oui. Ni chef de parti, parce que on essaie de porter une voix qui vient de la base, voilà, je mets des guillemets, et qui s'adresse à nos chefs, à nos supérieurs, et voilà, et on leur dit entendez-vous, parce qu'en fait nous on n'a pas fait de la politique pour laisser le pays à Monsieur Bardella ou à Monsieur Mélenchon. On s'est pas engagé pour ça, et donc que chacun soit raisonnable. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon sur LCI, est-ce que c'est pas précisément ça que souhaite éviter aujourd'hui le Premier ministre Sébastien Lecornu? Peut-être, et vous qui le dites. Moi, ce que je dis simplement, c'est que les familles politiques sont en responsabilité et n'ont pas attendu les consignes des uns ou des autres, ou des unes et des autres, pour prendre leurs responsabilités. Regardez, au sein de ma famille politique Renaissance, avec Gabriel Attal, nous avons à cœur effectivement de pouvoir défendre nos ancres idéologiques et notre capacité à porter des projets pour 2027, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que Gabriel fait, bien évidemment avec le soutien de sa famille politique, mais nous le faisons aussi avec une lucidité, celle que oui, en 2027, il ne devra y avoir qu'un seul candidat, et c'est la raison pour laquelle il a proposé la mise en place d'un comité de liaison entre les familles politiques qui ont gouverné ensemble, Renaissance, Horizon, Modem et l'UDI. Ce comité de liaison s'est déjà réuni une première fois la semaine prochaine et compte se réunir justement sur cette capacité à avancer ensemble. Donc je pense que l'ensemble des membres du gouvernement peuvent être rassurés. Nous prenons nos responsabilités au sein des familles politiques.
ils peuvent maintenant se consacrer pleinement à leurs tâches. Parlons de Gabriel Attal justement. Livres, déplacements, meetings, depuis plusieurs semaines, il a multiplié les prises de position, les confidences et les réunions publiques. Un agenda bien chargé, une présence accrue qui pose une question simple. Est-il déjà en campagne donc pour 2027 ? Écoutons-le, il était l'invité de nos confrères de TF1, Gabriel Attal. Avec ce livre, je veux me livrer aux Français. Leur dire d'où je viens, ce que j'ai vécu, qui je suis, ce que je veux pour le pays, ce que je crois nécessaire pour le pays. C'est un vrai moment de vérité et je veux passer là plusieurs semaines, me déplacer partout en France, aller à leur rencontre, échanger avec eux. C'est un début de campagne, ça. Et à l'issue de ce moment-là, je prendrai une décision et je l'annoncerai. La campagne a déjà commencé d'une certaine façon, Prisca Thévenot, pour Gabriel Attal ? Gabriel Attal n'a jamais renoncé à agir pour son pays, à agir pour les Françaises et les Français, que ce soit dans les différentes fonctions qu'il a occupées, ou que ce soit à l'Assemblée nationale en tant que leader d'une des familles politiques extrêmement importantes et pivot sur un certain nombre de votes. Et donc, moi je le dis et je vous le redis, il n'y a pas de sujet. Est-ce que je souhaite que Gabriel Attal se porte candidat pour l'élection de 2027 ? Oui, je le souhaite. Maintenant, un acte de candidature, ça ne se fait pas comme ça, et ça ne se fait pas, en tout cas par personne interposée. Il décidera le moment venu d'avancer vers les Français. Mais avant cela, effectivement, il était important aussi pour lui de se livrer. Parce que ce qu'on peut entendre aussi beaucoup, c'est que Gabriel Attal est connu par les gens par rapport aux différentes responsabilités qu'il a eues. Mais en réalité, les gens le connaissent très peu sur ce qu'il a vécu, ses cicatrices, ses ambitions et ses projets qui sont portés au regard aussi de son expérience personnelle. On va en parler justement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon, une stratégie peut-être d'ailleurs, pour occuper le terrain face à Édouard Philippe qui, lui, semble déjà déclaré, mais pour le coup plutôt discret pour le moment. Je crois qu'il ne faut pas le voir par rapport à un tel ou une telle, et encore moins par rapport à Édouard Philippe, dont je le rappelle, ce n'est pas un opposant politique, mais un partenaire politique. Mais toujours est-il, comme vous l'avez dit, il va falloir à un moment donné qu'on s'unisse, il va falloir s'unir. Et donc je le redis, ce n'est pas un opposant politique, c'est un partenaire politique. Non, ce qui est important aussi, c'est d'être dans ce moment où effectivement, il sait pour lui le bon timing, le bon tempo, pour se livrer et donner à voir quelles ont été effectivement ses cicatrices, ses blessures, mais aussi ses modèles. Par exemple, on en parlait sans trop dévoiler à la coupure, du rôle de sa maman. Une maman qui a été une maman solo, qui a eu des moments difficiles, comme on peut l'imaginer, et comme beaucoup de parents solo peuvent imaginer, et qui a été un modèle pour Gabriel, puisqu'il a vu que les défis, derrière, il fallait pouvoir affronter un certain nombre de sujets, pouvoir réfléchir comment on allait s'organiser en étant maman de plusieurs enfants et seule. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de l'histoire que Gabriel Attal a vécue, qui explique aujourd'hui ses combats et ses convictions et sa détermination à agir, et qui permettra aussi un certain nombre de Français et de Françaises de comprendre aussi pourquoi Gabriel Attal n'est pas un homme pressé, mais un homme déterminé à agir. Alors ce sont des sujets effectivement très personnels dont il parle dans son livre En homme libre qui doit paraître ce jeudi. Un portrait était d'ailleurs diffusé sur TF1 ce week-end. Prisca Thévenot, est-ce que selon vous la vie personnelle des responsables politiques intéresse réellement les Français aujourd'hui ? Franchement, on pourrait se dire là au micro, non, ça sert à rien d'en parler, etc. Vous le savez très bien. Qu'aujourd'hui, si on ne dit de toute façon, il n'y a plus rien de secret ni de tabou, les gens vont chercher, et plutôt que de chercher et de trouver des choses erronées, je pense qu'il est plus préférable de se livrer en pudeur, de dire où nous en sommes, comment nous en sommes, avec qui nous sommes et de quelle façon nous sommes entourés, parce que ça rassure aussi sur la stabilité d'une personne qui est, pour moi, amenée à avoir des responsabilités, en tout cas aspire à avoir des responsabilités l'année prochaine. Se livrer jusqu'où ? Jusqu'à quelle est la ligne à ne pas franchir ? Parce que faire preuve de transparence signifie-t-il forcément exposer sa vie privée et la rendre donc publique ? Est-ce que c'est aussi une question qu'on peut se poser ? Je pense que quand on est amené à vouloir s'engager pour son pays, eh bien, il faut accepter une part effectivement, avec pudeur, de capacité à se livrer et à se raconter. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. C'est pas du voyeurisme, c'est parler de choses évidentes, mais par contre, c'est pas l'essentialité. Si vous regardez, le livre sort, donc je le dis, En homme libre, le livre de Gabriel Attal, sort jeudi, et il y a une dédicace pour celles et ceux qui sont en région parisienne, à Paris dès demain soir. Ce livre ne parle pas que de sa vie privée, il parle bien évidemment de son enfance, de son adolescence, de son papa, de sa mère et de ses sœurs. Tout ça, c'est de la vie privée pour le moment. Oui, mais ça partit aussi. Ah oui, mais ça reste de la. Oui, mais moi je préfère. Vous savez quoi ? Je préfère un livre où on se raconte avec de la pudeur et sans phare qu'une fausse paparazade organisée.
Et je le dis assez simplement. Non, mais je le dis assez simplement parce que c'est assez marrant. C'est-à-dire que vous ne partagez pas la même réflexion lorsqu'il s'agit de... Parce que vous faites référence aux photos de Jordan Bardella dans Paris Match. Je vous le dis assez simplement. Ce livre, j'invite les uns et les autres qui s'interrogent, qui ont des questions et qui ont envie d'en savoir un peu plus, à le lire. Parce qu'il y a différentes parties dans ce livre. Effectivement, il y a son enfance, il y a son adolescence, le rapport à ses parents et notamment à sa mère et les difficultés qu'il a pu avoir avec son papa, notamment sur des addictions. Et puis sa capacité aussi à se livrer en tant qu'homme aujourd'hui. Mais vous parlez de fausse paparazzade organisée. Oui. C'est intéressant, même si elle est fausse, mais elle est assumée. C'est-à-dire que Jordan Bardella l'a dit. Donc au final, c'est pas. Est-ce que c'est réellement quand c'est faux et que c'est assumé? Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Je préfère qu'on se livre. C'est une façon aussi de montrer des photos. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans le même registre d'une certaine façon? Non, on n'est pas dans le même registre. Et je vous invite. Vous avez lu le livre? Pas encore. D'accord. Alors, je vous invite à lire ce livre qui sort le 23 avril. J'ai vu le portrait sur TF1. Voilà, donc c'est un excellent teasing puisqu'on voit que ça fait parler, mais je pense que ça doit faire parler aussi dans une capacité à comprendre l'homme politique que Gabriel est. Et je pense que oui, l'homme politique, la femme tout court ou l'homme tout court qu'on est, s'explique aussi beaucoup dans ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu traverser, de bon comme de moins bon. Et à travers ce livre-là, il dit simplement un certain nombre de sujets, sans tabou, avec beaucoup de pudeur, qui explique aujourd'hui l'homme qu'il est et le rapport qu'il a sur un certain nombre de sujets. Souvenez-vous, quand il était à Matignon, on lui avait demandé, mais c'est étonnant, vous êtes en train de sortir sur un plan, on n'a pas pu voir, ce plan n'a pas pu voir le jour parce que la dissolution est arrivée, mais sur les familles monoparentales. Beaucoup de gens se disaient mais pourquoi il sort sur ça, avec une mission qui avait d'ailleurs été confiée notamment à Xavier Iacovelli, à Fanta Berete à l'époque, des députés et sénateurs. Mais ça s'explique dans son histoire personnelle. Dernière question, Prisca Thévenot, est-ce que vous, à titre personnel, est-ce que vous seriez prête demain à exposer des éléments de votre vie privée? Est-ce que vous seriez prête à tout dire, tout raconter dans ce souci de transparence vis-à-vis des Français? Moi, je suis assez transparente, même on le voit sur mes réseaux. Ça a été une question d'ailleurs beaucoup posée. Je montre mon mari, je montre mes enfants. J'en suis fière et effectivement, il n'y a pas de débat. Quand je vais accompagner, par exemple, tout à l'heure, avant d'arriver, un de mes fils à l'arrêt de bus pour qu'il aille rejoindre un copain, je le cache pas, je ne le cache pas, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, les choses se voient, les choses se sont. Et plutôt que d'aller fouiller, d'aller chercher, je préfère qu'on assume pleinement et qu'on passe à autre chose. Et le autre chose, c'est le fond des sujets. Et auquel cas, on peut aussi organiser des séances photos. Ce qui n'est pas le cas dans ma famille politique. Ça ne s'est jamais fait. En tout cas, c'est pas le cas de Gabriel. C'est pas le cas de Gabriel Attal, mais ça s'est peut-être fait au sein de votre famille politique. En tout cas, je vous le dis, c'est pas le cas de Gabriel Attal. Merci beaucoup, Prisca Thévenot.